À 50 ans passés, Kim vit toujours à Salt Lake City chez Fran, son père, qui l'habille tous les matins, lui brosse les dents et l'accompagne à la bibliothèque municipale. Jusqu'à présent, Kim a lu plus de 12 000 livres dont il n'a pas oublié un seul mot. Il ne les a pas appris par cœur, il s'est contenté de les lire une seule fois. Le disque dur de sa mémoire a tout enregistré. On lui a fait passer un test. Il devait lire 8 pages, ce qu'il a fait en 53 secondes. 2 heures plus tard, il était capable de restituer 98% de leur contenu, y compris le numéro des pages. Quelque chose dans son système optique lui permet d'organiser les informations. J'ai demandé à subir le même test, puisque tout le monde ne s'intéresse qu'à son cerveau. Il m'a fallu 23 minutes pour lire le document qu'il avait lu en 53 secondes. Je me souvenais de 45% du contenu, ce qui est normal. Il est capable de lire une page d'un œil, l'autre page de l'autre œil, et de tout enregistrer sur son disque dur. C'est une véritable encyclopédie de la connaissance, d'une connaissance obscure. Mais c'est aussi une personne chaleureuse et sensible. En quelle année Churchill a été Premier ministre? 1940 à 1945 et 1951 à 1955. Qui a écrit la musique de Dr. Zhivago? Maurice Jarre. Quelle était la chanson du film? Quand a vécu Alfred Hitchcock? De 1899 à 1980. Qui a succédé à Charlemagne? Louis Ier. Quels sont les 6 prédécesseurs d'Élisabeth II, reine d'Angleterre? George VI, Édouard VIII, George V, Édouard VII, Victoria, Guillaume, William IV. Quels sont les chevaux qui ont gagné 3 fois le derby du Kentucky? Sir Barton, Gallant Fox, Omaha, War Admiral, Warlaway, Count Fleet. Quelle est la longueur de l'Amazone? 6000 km. Quand a vécu Alexandre le Grand? De 356 à 323 avant Jésus-Christ. Quand les Beatles sont-ils entrés dans le hit parade américain? En février 1964. Avec quelle chanson? Tous les autistes de haut niveau ont une mémoire remarquable, mais celle de Kim est exceptionnelle. J'ai consulté toutes les études menées depuis 145 ans et je n'ai pas trouvé d'autre cas comparable. Si on plaçait Kim Peek au carrefour de la place de Potsdam, ici à Berlin, il serait totalement désemparé. Mon cerveau, en revanche, exécute parfaitement les processus qu'il a appris. Il choisit et il oublie. En une fraction de seconde, j'évite des gens que je vois à peine. J'évalue la vitesse de déplacement d'une voiture sans vraiment la regarder. Mon cerveau a appris à faire des moyennes. Mes amis s'habillent différemment tous les jours, et pourtant, je les reconnais instantanément, même au milieu d'une foule compacte. Mon cerveau possède des systèmes de filtres inconscients qui n'organisent pas seulement ce que je vois, mais aussi ce dont je me souviens. Le cortex enregistre l'intégralité de tout ce que je perçois et ce que je peux restituer par la parole. Mais peu de temps après, je n'ai plus accès qu'à une fraction infime de ces données. L'explication de ce phénomène n'a pas encore été établie définitivement. On sait en revanche que le système limbique contient 2 circuits neuronaux, l'hippocampe et le complexe amygdalien. Ce sont eux qui me donnent la stimulation émotionnelle qui va faire que j'oublie l'année de naissance de Molière ou le principe de la règle de 3, mais que je me souviens d'une couleur ou d'un voyage en classe de mer. La somme de mes souvenirs détermine en partie ce que je vois. Voilà pourquoi chacun d'entre nous voit un monde différent, même quand nous sommes sur le même escalator. Pour fonctionner dans ce monde complexe, nous possédons dans nos têtes des modèles de ce que nous avons déjà vu, ce que j'appelle des grilles référentielles. Nous voyons le monde à travers ces grilles référentielles et cela nous simplifie la vie. Quand l'environnement se modifie un peu, c'est sans importance. Nous ne le remarquons pas, nous projetons nos anticipations.
Je prétends que les autistes de haut niveau ne possèdent pas ces grilles référentielles. Ils perçoivent le monde tel qu'il est vraiment, différent chaque jour. En Californie, des chercheurs de la NASA étudient à présent les circuits neuronaux de Kim Peek. Pour ce projet, la NASA a permis de combiner toute une batterie de nouveaux tests de haute technologie. C'est une première. Ces mêmes techniques serviront à organiser l'assistance médicale des spationautes de demain. Pour Fran, le père de Kim, l'intérêt des scientifiques pour son fils était relativement imprévisible. En effet, il a fallu longtemps pour que Kim ne soit plus considéré comme un handicapé et que ses facultés hors du commun soient prises en considération. Il a commencé à lire à l'âge de 16 mois et semblait y prendre plaisir. Mais 9 mois après sa naissance, nous l'avions fait examiner par un médecin qui nous a déclaré qu'il souffrait d'un handicap mental grave, qu'il ne serait jamais capable d'apprendre quoi que ce soit, qu'il ne pourrait jamais marcher et qu'il valait mieux le confier à un centre spécialisé et l'oublier. À 4 ans, Kim mémorise pour la première fois 8 volumes d'une encyclopédie, ainsi que les réseaux routiers, téléphoniques et télévisuels des États-Unis. Pourtant, aux yeux du monde, il passe pour un monstre. Ce n'est qu'à 33 ans que Kim rencontre le scénariste Barry Morrow. Celui-ci se lance immédiatement dans la rédaction de Rain Man. 2 ans plus tard, Kim et son père s'envolent pour Hollywood. Dustin Hoffman lui dédiera son Oscar avec les mots suivants « Je suis peut-être la star, mais toi, tu es le ciel ». C'est dans les stades déserts que Howard Potter se sent le mieux. Il a du mal à regarder les gens en face et n'a appris que récemment à aller acheter seul une tablette de chocolat au coin de la rue. En revanche, son cerveau a mémorisé le résultat de pratiquement toutes les parties de foot jouées dans le monde entier. Et il connaît le jour de la semaine qui correspond à n'importe quelle date sur 22 000 ans avant et après Jésus-Christ. La joie d'un but inscrit ou les affres d'une relégation en division inférieure lui sont inconnus. Son cerveau ne voit que des nombres. Il suit les mouvements du public. Il ne fait rien de lui-même. Si un but est marqué, il se lève parce que tous les spectateurs se sont levés. Enfant, Howard a un goût prononcé pour la purée de pommes de terre accompagnée de petits pois. Un jour, considérant l'assiette de petits pois de son frère Duncan, il se plaint auprès de ses parents que son frère a eu 2 petits pois de plus que lui. Ses parents stupéfaits comptent les petits pois de chacune des assiettes pour se rendre compte qu'en effet, Howard a été lésé de 2 petits pois. Un peu plus tard, lors d'une fête de famille à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, Howard amuse la galerie avec des acrobaties mentales du même genre. Les Potter comprennent enfin que leur fils Howard est un surdoué. Avec le temps, ils se découvrent un intérêt pour les nombres premiers, les racines carrées, les hit parades et l'inépuisable réservoir des résultats de football. Qui a disputé les 2 demi-finales de la Coupe du Monde en 1982 en Espagne et quels étaient les résultats? Italie 2, Pologne 0. Et les 2 autres équipes? Allemagne de l'Ouest 3, France 3. Exact. L'Allemagne a gagné 5-4 au tir au but. Exact. Rudy Gergam calcule de la même façon que le commun des mortels fait du vélo, sans même y penser. Les spécialistes de l'animation ont retravaillé les données de Magdebourg de telle manière que nous pouvons observer le cerveau de Rudiger pendant qu'il calcule et le comparer à un cerveau moyen. Il est saisissant de constater que pour les opérations simples, Rudiger, ici en vert, active les zones de calcul mental de manière moins intensive qu'un sujet moyen en rouge. Les neurologues ont constaté le même phénomène chez tous les experts dans des matières qui exigent des connaissances pointues. Plus le cerveau maîtrise un sujet, moins il mobilise de neurones. Rudiger n'utilise les parties en jaune qu'à un stade où l'humain lambda a décroché depuis belle lurette. Normalement, ces aires n'ont rien à voir avec le calcul. Mais Rudiger y a stocké un peu plus de 250 000 résultats intermédiaires qu'il peut utiliser à tout moment pour ses opérations. Le cerveau a une tendance naturelle à exécuter un maximum d'actions de manière inconsciente. C'est dû au fait que, physiologiquement, les choses que nous faisons inconsciemment sollicitent peu d'échanges d'énergie. Elles vont vite, ne posent pas de problème et elles ne nécessitent pas de processus neuroplastiques. Les choses que nous faisons facilement nous coûtent peu d'énergie.
La conscience intervient pour des actions nouvelles, importantes ou complexes. Ce genre d'action nécessite la mise en œuvre de circuits particuliers liés à la conscience qui se trouvent dans notre cortex. Et là, ça devient très compliqué et ça coûte beaucoup d'énergie. Le nombre de nos actions conscientes est étonnamment faible. Les experts estiment que 90% de nos actes ou de nos réactions sont commandés par les zones inconscientes de la mémoire. Pour nous adapter aux événements sans cesse modifiés de la circulation automobile, nous avons intégré le débrayage, le freinage, le virage, et nous exécutons toutes ces actions automatiquement. Les neurologues pensent que les autistes de haut niveau utilisent ces zones de mémoire automatique pour y stocker du savoir spécifique. Il est vraisemblable que chez beaucoup d'autistes, les circuits de neurones entre le cortex et le système limbique, juste en dessous, sont défectueux. Or, normalement, notre perception sélective et la mémorisation de nos connaissances spécifiques dépendent de circuits neuronaux complexes. En revanche, nos gestes routiniers, et sans doute aussi les prouesses des surdoués, sont commandés par des circuits plus simples, par des modules du cerveau situés plus bas dans le cortex. Les neurologues appellent cela la mémoire inconsciente. Elle permet à notre système limbique de déchiffrer des expressions du visage et à notre cervelet de commander nos gestes quotidiens. Nous sommes dirigés par notre inconscient. C'est intéressant, non? Nous faisons des tas de choses de manière inconsciente. Les décisions que nous prenons nous sont presque dictées. Je me demande souvent qui est responsable. Qui pilote l'avion? Quel contrôle avons-nous de nous-mêmes? À San Francisco, sur commande de la NASA, des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour déchiffrer le mystère de la mémoire de Kim. Des scientifiques supposent que Kim Peek, à l'instar de tous les autistes de haut niveau, a accès à tout le matériel brut de ses souvenirs. Cela signifierait que, pour une raison inconnue, les filtres inconscients de son cerveau ne fonctionnent pas. Ces mêmes filtres qui permettent à l'humain lambda d'estimer la valeur d'une donnée et d'oublier les informations sans importance. Kim a appris à surnager dans un flot de souvenirs. Le cerveau humain s'adapte à toutes les situations. Ce qui reste mystérieux, c'est de savoir comment le cerveau de Kim parvient à surnager. L'image du cerveau de Kim révèle que les ventricules emplis de liquide céphalorachidien sont plus grands que ceux du commun des mortels. Ils s'étendent jusqu'au cervelet, le siège de la motricité. La partie gauche du cervelet de Kim est étrangement petite. Plus surprenant encore, Kim n'a pas de corps calleux, une commissure composée de tissus nerveux situés au bas du cortex et assurant habituellement la communication entre les deux hémisphères cérébraux. L'absence de cette commissure n'était connue par les experts que chez des patients présentant le syndrome de déconnexion calleuse, le plus souvent des épileptiques chez lesquels le corps calleux a été sectionné chirurgicalement, avec des conséquences d'ailleurs stupéfiantes. Si on leur montre un objet d'un côté de leur champ visuel, un seul hémisphère du cerveau le verra. L'autre hémisphère ignorera son existence. Chez une personne normale, le centre du langage est situé dans l'hémisphère gauche du cerveau. Si on présente un objet, une pomme par exemple, à son hémisphère droit, il ne sera pas capable de nommer l'objet parce que l'hémisphère langagier de son cerveau ne l'a pas perçu. L'aptitude de Kim à lire 2 pages en parallèle s'explique de cette manière. Pour simplifier, on peut comparer le cerveau de Kim à 2 disques durs qui fonctionnent en parallèle et qui mémorisent des données. Mais cela explique-t-il que Kim fasse systématiquement appel à l'ensemble de ces données? Pourquoi le cerveau de Kim n'a-t-il pas de touche effacée? Et quel est l'élément de notre cerveau qui décide de qui ou de quoi nous nous souvenons? Finalement, pour les milliards de neurones dont nous disposons, chaque souvenir correspond à une même stimulation, qu'il recèle le contenu de 12 000 livres, l'image d'un premier amour ou d'autres aptitudes insolites. Quand j'avais 1 an et demi, il m'arrivait de prononcer à l'envers certains mots simples, avant de savoir parler à l'endroit. À 6 ou 7 ans, j'ai lu mes premiers magazines de BD, à l'envers. Pourquoi? Je ne sais plus. Ça m'amusait et c'était quelque chose que les autres ne faisaient pas. Ça m'a toujours amusé de faire des choses que les autres ne savaient pas faire.